6 mois, il y a eu toutes sortes de poussées séparatistes qui étaient au devant de l'actualité, parfois avec beaucoup de bruit. Parfois, il y a aussi des mouvements et des grandes tendances qui sont un peu plus en sourdine, qui existent quand même de matière permanente. Et ce qui est significatif, notamment pour les 3 exemples dont nous allons parler ce soir, les Flandres, l'Écosse et la Catalogne, il s'agit de mouvements qui ne datent pas d'hier. C'est pour ça aussi qu'il est temps peut-être d'en parler, même dans un autre pays, dans un pays tiers, comme nous, ici au Luxembourg, mais quand même parce que ça concerne les pays qui se trouvent au cœur de l'Union européenne, la Belgique, le Royaume-Uni ou l'Espagne. Les partis nationalistes flamands, écossais, catalans veulent une chose les uns comme les autres, c'est l'indépendance, mais ils veulent aussi une autre chose, c'est que leur nouvel État devienne un membre de l'Union européenne. Alors, d'abord, le fait de se mettre d'accord sur une séparation, c'est très très difficile en Belgique parce qu'il y a la question de Bruxelles. Donc, quand vous demandez aux nationalistes flamands qu'est-ce qu'on fera de Bruxelles en cas d'indépendance de la Flandre, ils sont toujours très gênés. Alors, ils inventent des choses un peu hypothético-délirantes, comme une espèce de condominium, que Bruxelles deviendrait la capitale de l'Union européenne, comme Washington des États-Unis, et serait gérée par l'Union européenne, etc. Donc, c'est des choses qui sont totalement irréalistes. Dans le monde d'aujourd'hui, un territoire, ça appartient à un État et à un seul État. Il n'y a pas de territoire qui appartient à 2 États à la fois. L'ère coloniale est terminée, donc voilà. Et en fait, la situation actuelle avec Bruxelles, elle arrange tout le monde parce que ça permet tant à la Flandre qu'à la Wallonie et aux francophones d'accéder à Bruxelles, de faire ce qu'ils veulent à Bruxelles, de s'en servir comme vitrine internationale et de profiter du fait que l'Union européenne est installée là-bas. Donc en fait, d'abord un accord sur une séparation, ça nécessiterait de se mettre d'accord sur Bruxelles. Donc, soit c'est la Flandre qui est au nom de Bruxelles, soit c'est la Wallonie, mais dans les faits, aucun ne veut l'abandonner, et donc il n'y a pas vraiment d'accord possible. Il y a un autre problème pour se séparer, c'est la dette. Et puis, surtout le dernier point, c'est le manque de soutien populaire à ça. C'est-à-dire que je disais que la NVA dans les élections fait 32% des voix. Le Vlaams Belang, qui est le parti d'extrême droite, lui aussi indépendantiste, mais tout à fait clairement, fait encore 8% des voix. Donc en gros, il y a 40% des Flamands qui ont voté pour un parti indépendantiste. Mais par contre, il y en a seulement entre 10 et 15% qui sont pour l'indépendance de la Flandre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pourcentage qui ne change pas depuis 20 ans. NVA veut une République de Flandre indépendante dans une Europe fédérale. Et les deux sont tout à fait libres. C'est-à-dire que personne ne voit la Flandre indépendante hors de l'Europe, mais ça va même plus loin, c'est à l'intérieur d'une Europe fédérale. Ceci fait qu'ils ont évolué d'une position purement indépendantiste à quelque chose qu'ils ont appelé le confédéralisme. Et donc ils imaginent un État belge qui serait réduit, on va dire à cette plus simple expression, avec la plupart des compétences qui sont au niveau des régions. Et donc, ça n'est qu'en fait qu'à partir des années 60 que le nationalisme écossais a ressurgi, un nationalisme politique, au moment, et c'est pas par hasard, où le Royaume-Uni était en déclin économique. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'attraction de faire partie de cet ensemble commençait à diminuer, au moment aussi où l'Empire se terminait, et au moment où, sur le plan politique intérieur, le bipartisme était en crise avec la montée d'un troisième parti, enfin la remontée, le retour du Parti libéral dans les années 70 notamment. Et donc le SNP, le Scottish National Party, qui existait depuis les années 30, mais a commencé à avoir des succès électoraux dans les années 60 et surtout 70. Ce nationalisme, et là le parallèle c'est plutôt avec la Catalogne aujourd'hui, a connu un regain dans les années 80 grâce à l'action très efficace, non volontaire de Margaret Thatcher, qui était absolument détestée en Écosse et qui a autant alimenté le nationalisme écossais à cette époque-là qu'aujourd'hui le Parti populaire à Madrid. Si je puis me permettre une comparaison, je connais beaucoup moins bien que le cas espagnol.
légitimité en Écosse. Comme vous pouvez accepter d'être gouverné par un parti qui n'était quasiment plus représenté dans notre région. Il y avait, entre autres arguments, donc d'une part, deux grands arguments, me semble-t-il. Un, le fait que l'Écosse avait maintenant une culture politique totalement différente de la culture politique anglaise, avec des conservateurs donc, quasiment disparus, et une sensibilité, disons, social-démocrate beaucoup plus affirmée qu'à Londres, surtout évidemment sous un gouvernement conservateur. Et puis, de l'autre, et ça me servira de transition pour le deuxième point, cette idée que l'Écosse serait plus européenne que l'Angleterre. Le fait que l'Écosse ait voté pour rester dans l'union du Royaume, dans le Royaume-Uni, pourrait avoir des conséquences plutôt positives s'il y a un référendum sur l'Union européenne, puisque, comme je viens de le dire, les Écossais votent plutôt pour rester, donc il y aurait peut-être plus de chances qu'il y ait un vote positif avec l'Écosse que sans elle. Vous pourriez aussi avoir l'impression que tout ce qui se passe en Catalogne, en Espagne maintenant, c'est une question qui vient du Moyen-Âge. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est malheureusement des problèmes modernes, des problèmes d'aujourd'hui, des problèmes d'hier, si on peut le dire comme ça, qui ont conduit la situation à ce moment un peu difficile qu'on est en train de vivre. Si on se pose tout simplement la question de voir après les statistiques, qu'est-ce qu'il représentait la position indépendantiste dans les sondages qu'on faisait en Catalogne l'année 2004. En 2004, qui après tout c'est seulement il y a 10 années, le sondage donnait un 16% de personnes en Catalogne qui étaient à ce moment-là partisans de l'indépendance. Cet même sondage fait 10 années plus tard, en 2014, il donne déjà un 55%, 54,6%. La grande différence avec l'Écosse, c'est que malheureusement, tous les débats en Catalogne se focalisaient l'égalité, légitimité. On n'a pas eu l'occasion vraiment de discuter, comme en Écosse, est-ce que l'indépendance serait bonne pour l'avenir des pensions, est-ce qu'elle serait bonne pour les politiques de jeunesse, est-ce qu'elle serait bonne pour la politique de la pêche, etc. Malheureusement, nous, on a été privés pour l'instant de faire ce débat. Et j'en conviens bien que le débat actuellement en Catalogne est un débat essentiellement démocratique, entre, comme je dis, l'égalité et légitimité. C'est une bataille qui peut se résoudre dans le cadre démocratique. C'est une bataille, c'est une confrontation, c'est un conflit qui pourrait probablement trouver sa solution s'il y aurait de la négociation entre les deux parties. Bien évidemment, nous sommes avec une partie qui souhaite négocier quelque chose et une partie qui est totalement fermée et son seul argument, c'est ces paroles, c'est non, 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 non. Il n'y a aucune négociation, aucun espace ouvert. Peut-être s'il y aurait, on pourrait résoudre ce problème d'une manière un peu différente. Also die erste Frage ist, inwiefern müssen wir uns eigentlich Sorgen darum machen, dass zum Beispiel in Schottland, dass diese Abspaltung, die Separatisten nationalistisch sind. Nationalistisch im Sinne des Schreckgespensts, Diskriminierung gegen Ausländer, gegen Minderheiten. Und jedenfalls im schottischen Fall habe ich da nicht allzu viele Sorgen. Und dazu gehören zwei Fragen. Das eine ist, wie nationalistisch ist eigentlich die Partei und die Parteien, die das weiter betreiben. Und die andere Frage ist natürlich, wie nationalistisch sind die Leute, die für eine Unabhängigkeit stimmen, die für das Ja gestimmt haben in Schottland. Wenn man jetzt die erste Sache sich erstmal anguckt, der Nationalismus der Partei, der Scottish National Party, dann ist die eigentlich, ob trotz des Wortes national im Namen, nicht sondern nationalistisch. Und da hat man verschiedene Elemente, an denen man das auch ablesen kann. Zum Beispiel war es eine der Forderungen der Scottish National Party, dass an dem Referendum nicht nur ethnische Schotten teilnehmen können, sondern dass das Referendum für alle die Leute offen stehen sollten, die in Schottland leben und die deshalb von einer Abspaltung Schottlands getroffen werden. Das heißt also auch, weil sie am Ende damit sich durchgesetzt haben, dass also auch Ausländer abstimmen durften in diesem Referendum, also auch Polen und Pakistaner. Und das war sozusagen eine Errungenschaft, die uns eben auch diese Scottish National Party unter anderem gebracht hat. Das andere ist, dass die Partei selber den Nationalismus oder die Unabhängigkeitsbewegung niemals nur auf Schotten festgelegt hat, ethnische Schotten, sondern immer gesagt hat, wer sich als Schotte fühlen will, der ist willkommen.
jeder, der sich damit in dieser Bewegung identifizieren will, der kann also auch sozusagen Schotte werden. Der dritte Punkt ist natürlich, dass gerade die Frage der Ausländerfeindlichkeit in Großbritannien natürlich eine schwierige ist. Denn Großbritannien ist momentan kein sehr ausländerfreundliches Land, wenn man sich die Politik anschaut. Und die Rhetorik in der Politik besonders. Wir werden es ja auch vielleicht mitgekriegt haben, vor kurzem kam wieder die Frage auf, ob wir jetzt nicht sogar die europäische Immigration nach Großbritannien begrenzen sollen. Und das hängt sich natürlich an zwei Punkten auf. Das eine sind religiöse Minderheiten, auch Muslime, was natürlich immer im Zuge des Terrors hochkommt, aber das andere sind halt die osteuropäischen Zuwanderer. In beiden Punkten hat die schottische Regierung viel weniger Probleme damit. In Schottland macht man sich viel weniger Gedanken über Ausländer und die potenziell negativen Auswirkungen von Ausländern auf das Land. Und auch deshalb hat sich in dem Referendum, das für die SNP relativ positiv aufgewirkt, weil sie im eigenen Land als etwas progressiver daherkommt. Das hängt natürlich dann auch, und das ist die vierte Sache, mit der Einstellung zu Europa zusammen. Die SNP ist eine deutlich proeuropäischere Partei als die britische Regierung momentan. Und die andere Frage ist natürlich, was die Wähler betrifft, auch wieder so, dass nur ein Teil der Wähler, die für Unabhängigkeit gestimmt haben, Nationalisten sind in Schottland. Und ein relativ großer Teil der Wähler ist vermutlich eher darum bemüht, einen besseren Staat zu finden, als den, in dem sie momentan leben. Das heißt, es ist ein Element von Utopismus eher als Nationalismus. Als letzte Frage, und dann mache ich Schluss, möchte ich noch kurz auf die Demokratie eingehen, denn das war ja in Schottland auch ein wichtiges Element. In diesem Referendum wurde in Schottland eine Wahlbeteiligung erzielt von 84,6% der Wahlberechtigten. Das ist die höchste Wahlbeteiligung, die es in Großbritannien seit 1910 überhaupt je gegeben hat. Und damals, 1910, gab es noch gar keine allgemeine Wahlberechtigung. Da war das noch sehr eingeschränkt. Das heißt, es ist eigentlich eine der erfolgreichsten Wahlen gewesen, die es überhaupt gab, eine Beteiligung wäre. Und das ist was sehr Positives, weil sich die Leute in den letzten Jahren ja immer darüber beklagt haben, dass Wahlbeteiligungen sinken, die Leute das Interesse verlieren an der Politik und dass es ein wachsendes Desinteresse auch bei jungen Leuten gibt. Das Referendum hat gezeigt, wenn es wirklich darauf ankommt, dann wählen die Leute.